entendez bien dans mon titre que la question des recommandations, c'est ce qui va guider mon intervention. Thomas a parlé du temps, du langage et des espaces par rapport à la subjectivité. Moi, ce que j'aimerais, c'est, en tant que praticien ici, laisser à mes collègues chercheurs, enseignants-chercheurs, la dimension théorique et vous parler vraiment, finalement, de ce qu'on peut vivre au quotidien dans nos institutions et quels sont les enjeux, finalement, qui se déplient dans nos institutions et finalement vous faire une espèce de témoignage de ce qu'on peut vivre pour qu'ensuite on puisse vraiment en échanger. Il y a aussi un écueil que j'aimerais éviter d'emblée, c'est celui de dire bon, les recommandations c'est pas bien, les recommandations de bonne pratique, je parle, c'est-à-dire celles qui sont énoncées par la HAS, la Haute Autorité de Santé, et qui vont dire aux institutions faut faire ci, faut faire ci, faut faire ça, avec telle ou telle problématique. Je pense qu'au contraire, moi ce qui m'intéresse là, c'est de vous présenter quelles sont un petit peu les complexités que ça génère au quotidien, mais aussi de voir qu'est-ce qu'on peut peut-être en tirer en se posant la question que posait Thomas, est-ce que ce sont des régressions, est-ce que ce sont des avancées, en tout cas qu'est-ce qu'on peut en faire. D'accord ? Donc au niveau du langage, puisque c'était au début ce qui m'intéressait le plus, et puis je me suis aperçu finalement la question du temps, je vais l'aborder très brièvement, mais ça compte aussi. Ce qui m'a intéressé, c'est vraiment de questionner la place du patient aujourd'hui, donc qui est finalement en effet accueilli dans des prises en charge aussi duel, etc. Ça, on en pense chez Portugal, c'est-à-dire que oui, on peut lui proposer cet espace, on peut faire ce genre de travail avec lui, mais on s'aperçoit qu'en fait, il s'inscrit dans un ensemble, dans une espèce de champ lexical de la santé qui est immense, et ce qui m'intéressait, c'était de voir à quel point ça a un impact finalement sur lui aussi, tout cet ensemble. Donc je vous propose simplement qu'on fasse d'abord ce premier lien entre le patient et le professionnel. Évidemment, ça c'est la relation duel, mais d'emblée, on s'aperçoit très vite que pour le patient, quand il vient consulter dans nos institutions, il s'articule d'emblée avec non seulement l'institution, c'est-à-dire les murs, mais aussi toutes les politiques de santé qui vont orienter ces institutions. Et quand on déplie encore ces signifiants qui tournent autour de lui, on s'aperçoit qu'une institution, c'est quoi ? En tous les cas, pour les patients qu'on peut recevoir par exemple en CNPP, mais aussi en neuro et peu importe, ce sont tout un ensemble de professionnels qui travaillent ensemble et auxquels a affaire le patient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça j'y reviendrai, quand vous voulez rentrer dans une institution, vous passez tout un tas de bilans, etc., et les recommandations de bonne pratique et les politiques de santé aujourd'hui poussent énormément à ça. Il y a, de mon point de vue, cette dimension très thérapeutique, très praticienne, on va dire, mais il y a aussi derrière toute une dimension gestionnaire des administrations qui a un impact très important sur la pratique clinique. Et c'est pas la même chose que d'être dans une institution qui s'oriente de la psychanalyse, mais qui fait partie d'une association gestionnaire, c'est-à-dire votre employeur, celui qui vous paye, qui a une toute autre orientation. Et donc en fait, tout ce niveau de l'institution qui est le niveau administratif a aussi un impact sur le patient, étant donné que voilà, on lui remet l'IPEC, on lui remet une plaquette, on lui remet ce genre de choses, il doit signer l'IPEC. Le l'IPEC c'est le contrat qui nous permet à lui et à nous de commencer une prise en charge ensemble. Donc finalement, ce sont des dimensions pluridisciplinaires, et ça c'est un des grands mots aujourd'hui, c'est de devoir travailler ensemble. Et les politiques de santé aujourd'hui nous poussent énormément à ça, avec, on le verra tout à l'heure, énormément de difficultés finalement par rapport à cette pluridisciplinarité. Et juste pour énoncer un premier écueil, on va dire, c'est que au niveau des formations initiales, au niveau de la formation continue, des orientations théoriques et des cultures professionnelles, rien que tous ces professionnels sont très très éloignés les uns des autres. Moi, quand je suis sorti de la fac, je n'avais jamais vu une orthophoniste. Voilà. Donc, finalement, on s'aperçoit qu'il y a à ce moment-là une rencontre autour du patient, mais qui se situe, dont lui n'a rien à dire, mais qui se situe entre les professionnels. On a la même difficulté dans la rencontre avec les personnes qui dirigent les institutions, les cadres de santé, etc., qui ne saisissent pas forcément ce qu'on veut dire, et nous qui ne saisissons absolument pas les enjeux qu'eux ont sur les épaules. Donc, ma question, c'était de s'apercevoir que tous ces mots qui tournent autour du patient, finalement, soulignent et accentue cet événement épistémologique qu'il y a entre les professionnels, mais aussi dans tous les acteurs de l'institution. Et cette complexité, on la retrouve du côté des politiques de santé, où finalement vous avez l'impression que ça vous tombe dessus, mais non, c'est très très structuré,
avec tout un ensemble d'acteurs du champ de la santé aujourd'hui, et un ensemble d'acteurs, et moi je m'en suis aperçu ces dernières années dans les différents endroits où j'ai pu intervenir, qui deviennent de plus en plus soit puissants, soit en difficulté. Et on a par exemple des associations de patients qui sont devenues très très puissantes aujourd'hui, qui savent actionner les leviers du côté du ministère et qui arrivent à orienter complètement les politiques de santé. Et donc à faire aboutir des décisions que nous, derrière, en tant que praticiens, on est obligé d'exécuter. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qu'on repère, c'est que finalement, ils sont très bien outillés pour faire tout ce travail de politique de santé, avec les certifications des établissements, la façon dont va être pris et payé l'acte, les classifications, les financements des institutions, etc., etc. C'est-à-dire que ce que j'essaye de décrire ici, c'est ce qui se joue aujourd'hui, et ça ce sont les trois grands autres signifiants avec la pluridisciplinarité qui reviennent absolument tout le temps dans les politiques de santé, c'est la question de l'accès aux soins, de la qualité du soin et du coût du soin. Et je pense que ça c'est une réalité qu'il faut avoir en tête quand on arrive dans le milieu du travail, dans le monde du travail pour les psys. Ce sont des réalités auxquelles il faut qu'on se confronte, très très éloignées de la relation thérapeutique, duel, dans un cabinet. Donc évidemment, on a, nous, derrière, en tant que praticien, à faire avec ces évaluations, les mesures qualité, les indicateurs, les indices et les fameuses recommandations de bonne pratique. Et au niveau des professionnels, le patient il est pris dans une dernière pléthore de signifiants, c'est celui de tous nos dispositifs thérapeutiques. C'est-à-dire que, non seulement historiquement, dans les institutions, mais aussi dans le monde de la santé, il y a énormément de pratiques qui sont déjà plurielles, mais en plus, avec ces recommandations de bonne pratique et toutes les nouveautés qu'on voit apparaître, on a toute une immensité de thérapeutiques qui apparaissent et auxquelles le patient doit plus ou moins adhérer, vers lesquelles il doit aller, etc. Donc on voit bien que d'un côté, c'est une richesse d'avoir cette diversification des pratiques, et d'un autre côté, très concrètement dans la pratique, par exemple au sein des équipes, ça crée d'énormes conflits, au sein des universités, je suppose aussi, et finalement, on se retrouve à avoir tout un tas de dispositifs qui ne sont pas du tout articulés entre eux, de la même façon que les professionnels ont du mal parfois à le faire aussi, et de la même façon qu'au niveau des politiques de santé, on se retrouve finalement pris dans plein de contradictions différentes. Donc, on voit bien que le patient, qui est aujourd'hui considéré comme un usager, se retrouve pris dans différents enjeux qui tournent tous autour de ces trois grands acteurs, c'est-à-dire institutions, politiques de santé et professionnelles. Et c'est là qu'on retrouve justement les fameuses transformations des pratiques qu'on a souvent questionnées dans ce groupe de travail, qui se situent beaucoup entre l'institution et le professionnel, mais il y a aussi des enjeux de financement derrière entre les politiques de santé et les institutions. Et bien entendu, moi ce qui me paraît aussi essentiel et sur lequel il me paraît vraiment important d'insister, c'est la question de la formation de chacun des professionnels qui situent à gauche. D'accord ? Donc en fait, le patient, c'est un usager, mais qui au niveau du langage, justement, au niveau de tout ce qui peut être dit autour de lui, baigne dans un bain de langage, justement, qui lui est étranger et pourtant avec lequel il va devoir faire. Et je pense que plus le temps passe, plus il a affaire avec ces choses-là. J'ai commencé à quelle heure? Donc, cette question de la subjectivité articulée au langage, dans nos pratiques, ça vient se pragmatiser, on va dire, avec ce genre d'illustration. Et j'ai volontairement fait que 2 slides, parce que celle-ci elle est déjà bien dense, pour vous montrer que au milieu de ce champ de la santé, le patient est pris avec tout ça. Par contre, ce qui me paraît important, c'est de repérer que une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais il y a aussi des mécaniques qui sont en jeu. Et ce que moi j'appellerais plutôt même des glissements. Je vais juste en énumérer 3, pardon. Le premier, qui est vraiment très très fort, notamment aujourd'hui, puis je pourrais vous donner 2-3 exemples, c'est le glissement de tout ce qui est institutionnel vers le libéral. Alors je m'explique brièvement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des institutions qui sont très établies, comme les CMPP, les IME, les CESAD, etc., qui ont des financements, mais pour vous donner un exemple tout bête, nous ça fait 15 ans qu'on réclame une création de poste, on n'a toujours pas eu. À côté de ça, vous avez des appels à projets autour, j'étais en CMPP, jusqu'à il y a encore 2 semaines,
Mais du coup, on l'a toujours pas eu, et je crois que depuis 2 semaines, ils l'ont toujours pas eu non plus. Donc, on a cette difficulté-là. Et à côté de ça, vous avez des fléchages des financements par les politiques de santé qui sont très orientés vers le libéral. Par exemple, on a la mise en place des PCO, c'est-à-dire ce sont des plateformes diagnostiques. Donc, il y a des appels à projets, ce sont parfois d'ailleurs des CMPP qui les récupèrent. Mais du coup, la construction de ce genre de réseau, donc il y a les PCO, mais il y a aussi des réseaux comme le Pluralis, ou encore le conventionnement d'une institution avec des libéraux, parce qu'ils ont du mal à recruter, donc ils vont conventionner avec le libéral. Et là, par contre, il y a énormément d'argent qui passe et qui fluctue. C'est-à-dire que ce premier glissement, il illustre, d'après moi, vraiment une... je ne sais pas si derrière, voilà, il faut diaboliser tout de suite en disant ils veulent détruire les institutions ou quoi, je pense que ça on pourra en reparler. Mais en tous les cas, ça signe vraiment une nouvelle modalité pour le patient qui, lui, du coup, se retrouve à devoir passer par toutes ces structures, parfois avant même de rentrer dans une institution. Et donc, on a affaire à une dimension financière très forte qui influe la pratique et qui influence la façon dont le patient vient demander des soins. Le deuxième glissement qui du coup va avec cette dimension orientée vers le libéral, c'est là le glissement du soin vers le diagnostic. C'est-à-dire que toutes ces plateformes, tous ces réseaux et finalement tous ces nouveaux fléchages sont orientés vers le diagnostic. Et de mon point de vue, ça c'est vraiment une dimension très spécifique des changements dans nos pratiques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a en effet eu beaucoup de dérives certainement avant, mais on a aussi aujourd'hui affaire à beaucoup d'attentes de la part des tutelles, les ARS, les conseils généraux, peu importe, et cette espèce de volonté de poser du diagnostic, de faire beaucoup de diagnostics pour ensuite pouvoir orienter les patients. Le problème c'est que du fait de mettre énormément de financement de ce côté-là, on se retrouve avec des listes d'attente pour le soin qui sont aujourd'hui entre 12 et 24 mois. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, les parents qui appellent pour qu'on accueille son enfant, il n'est pas reçu avant 12 mois. Et au bout des 12 mois, il est vu par quelqu'un, mais le diagnostic n'est pas posé avant les 18 mois qui suivent, d'accord ? Donc c'est-à-dire que ça s'étire dans le temps, et par rapport à la question de la temporalité, pour le patient, c'est aussi une dimension à prendre en compte. Donc, la dimension institution vers libérale vient aussi générer ce glissement du soin vers le diagnostic et du coup génère aussi une espèce d'impasse des politiques de santé actuelles, c'est-à-dire en faisant que du diagnostic, finalement vous saturez toutes les institutions qui font du soin, ce qui est le cas, mais en plus maintenant ils saturent aussi toutes les plateformes diagnostiques qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que pour être pris par exemple aujourd'hui dans une plateforme EDAP, autour de l'autisme, il se passe des mois et des mois. Et voilà. Par rapport à ces mois et ces mois, juste une dernière petite précision. Le fait qu'il se passe des mois et des mois, il y a un autre biais qui se met en place, c'est que pour pouvoir du coup être reçu dans une institution, on va vous demander tout un tas de bilans en amont. C'est-à-dire que moi, il y a 15 ans, je recevais une famille, et puis on me demandait les bilans derrière, puis après on se mettait au travail. Aujourd'hui, quand ils appellent, ils ont déjà tous les bilans faits. C'est-à-dire que ça déplace les missions de certaines institutions. Par exemple, les CMPP sont là pour la prévention, le diagnostic et le soin. Et bien, tout ce qui touche au diagnostic, finalement, nous échappe dans le sens où les patients arrivent avec des piles de bilan qui sont déjà faites en libéral. Et le troisième glissement, parce que qui me paraît beaucoup plus subtil, et Thomas en a parlé tout à l'heure avec le secret professionnel, c'est qu'on est tous, dans nos institutions, pris dans une obligation de moyens. Juridiquement, c'est ce qui est attendu de nous. C'est-à-dire, est-ce que vous mettez tous les moyens en place pour la prise en charge du patient ? On n'est pas pris dans une obligation de résultat. Et ce que je trouve tout à fait subtil dans cette dimension-là, c'est que là, je vous parle de dimension juridique, mais en même temps, quand les ARS, les tutelles vous demandent du résultat, vous demandent une efficience dans les prises en charge et vous demandent en plus de le prouver, juridiquement, vous êtes quand même toujours protégé, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de résultat, on ne peut pas vous attaquer. Mais financièrement, par contre, derrière, le fait de ne pas pouvoir prouver que vous faites du résultat, le fait que vous ne pouvez pas prouver que ce que vous mettez en place, ça a un résultat sur le patient, ça nous pousse de façon très insidieuse, finalement aussi à une obligation de résultat en tant que clinicien. D'accord ?
Et du coup, alors je me permets juste une petite parenthèse sur la question du secret professionnel. J'ai récemment fait une formation là-dessus, et donc j'ai découvert que ce cadre aussi bougeait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secret professionnel et le secret médical depuis 2020 ne sont plus des choses qui vous protègent. Et quand on m'a parlé d'un cadre voilà, très contenant pour le patient grâce justement au secret, c'est quelque chose qui aujourd'hui aussi vole en éclats, mais là ce coup-ci sur un plan juridique, c'est-à-dire que le secret médical et le secret professionnel ne vous protègent plus, c'est-à-dire que vous pouvez être accusé, on va dire, ou en tout cas attaqué juridiquement, si par exemple vous n'avez pas dénoncé telle ou telle chose qui vous aurait été dite sous le sceau du secret professionnel et du secret médical. Et là aussi, il y a un paradoxe qui se déploie autour de ce qui est attendu du côté de la pluridisciplinarité, c'est le fait que, en fait, juridiquement, il y a quelque chose qui encadre ce qu'on appelle le partage de l'information. Donc il y a 6 critères très précis, et que vous devez mettre dans vos bilans. Et ça, j'y reviendrai. Ces fameux bilans qui se diffusent. Donc, en fait, c'est très très encadré, c'est très très réduit, et en même temps, les politiques de santé, derrière, vous demandent d'être dans un partenariat sans cesse avec tous les acteurs du secteur. Et en plus, on en parlait hier soir avec ma collègue ici présente, c'est que si vous ne le faites pas, derrière, le patient n'a pas les aides qu'il est venu chercher chez vous. D'accord? C'est-à-dire que si vous ne partagez pas l'information, y compris sous le secret médical, vous bloquez la possibilité pour le patient d'obtenir quelque chose, alors même que cette question du partage, maintenant, elle s'est encore plus réduite par le biais de la justice. Donc vous voyez, tous ces glissements-là font que le patient, lui, il n'en a peut-être pas conscience, mais il est pris de toute façon là-dedans à partir du moment où il met un pied dans une institution. Donc, il me semble important quand même de ne pas rentrer dans une critique froide de tout ça, je préfère qu'on en reparle ensemble. Mais de mon point de vue, ça nous permet quand même de se saisir de 3 choses. Alors je ne vais pas faire les recommandations comme mon titre l'indique, hein, je pense que vous avez compris que c'était plus à dire à l'envers. Mais il y a quand même 3 aspects qui me paraissent assez riches finalement dans ces mouvements au niveau des politiques de santé. Le premier, c'est la question de la pluridisciplinarité, c'est vrai, mais pas celle-ci. C'est-à-dire que, de mon point de vue, il y a quand même 2 grosses problématiques autour de la pluridisciplinarité qui nous est demandée. Le premier, c'est la superposition de professionnels qui, en fait, ne saisissent absolument pas ce que l'autre peut dire, et même après des années pratiquées ensemble. Et donc, est-ce qu'on est vraiment sur une pluridisciplinarité, la transdisciplinarité? Ça, moi, je ne crois pas trop. Le deuxième écueil, c'est celui de tous ces professionnels sont réunis au même endroit, mais sont tous de la même obédience théorique. D'accord? Donc dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de pluridisciplinarité non plus. C'est sûr que chacun aura son regard par rapport à son corps de métier, mais on n'a pas derrière une réelle pluridisciplinarité. Donc de mon point de vue, ça serait quand même intéressant de pouvoir accentuer ce trait-là de la pluridisciplinarité avec un effort qui relèverait par contre aussi bien des lieux de formation que des professionnels et justement des politiques de santé qui nous pousseraient à le faire, mais autrement. Donc une pluridisciplinarité radicale qui s'appuie sur un véritable effort didactique de chacun, c'est-à-dire faire comprendre ce qu'on est en train de dire à propos du patient. Et aussi un effort contradictoire, c'est-à-dire de pouvoir vraiment opposer nos approches pour pouvoir faire émerger un certain regard sur l'enfant. Je parle de l'enfant parce que je pense aussi à un côté. D'accord? Donc la pluridisciplinarité, oui, mais selon certaines conditions. Et du coup, vous voyez bien aussi que l'intérêt pour moi, c'est de dire que ces discours très différents issus des épistémologies de chacun, de mon point de vue, ne sont qu'un enrichissement pour le patient. À condition que ce soit un véritable échange. La deuxième chose qui me paraît excessivement importante aussi, c'est alors je vais juste enlever celui-ci. Voilà. C'est la question de la temporalité, et Thomas l'écrivait très bien. Aujourd'hui, on est pris dans une espèce d'accélération qui est globale, et au niveau clinique, au niveau institutionnel, on le retrouve non seulement c'est plus forcément au niveau d'une demande de faire beaucoup d'actes, on le retrouve surtout dans la dimension de faire des bilans, rédiger des bilans, envoyer les bilans, faire du partenariat, décocher son téléphone pour appeler la maîtresse, la MDPH, etc. Et faire des réunions, etc. C'est-à-dire que vous faites une séance qui fait 45 minutes, et puis il faut bien compter au moins 15 minutes de plus, on va dire sur tout l'ensemble, sur une globalité, de travail qui est en fait rajouté. C'est pas du temps que vous avez en plus, c'est juste du temps qu'on vous rajoute pour justement faire ce travail de partenariat qu'on attend de vous et que l'institution vous demande et que votre employeur attend.
Et de mon point de vue, il y a quand même cette importance de trouver là-dedans une espèce d'équilibre. Alors moi, je mise beaucoup sur le sluggish cognitive tempo. Vous savez, c'est le nouveau truc à la mode après les TDAH. C'est les enfants qui ont cette lenteur cognitive, ils sont beaucoup dans la rêverie, voilà. Et il me semble que les professionnels gagneraient beaucoup à trouver cette économie. À trouver cette économie dans une autre temporalité. Et d'ailleurs, je pousse un petit peu plus les choses, c'est-à-dire les politiques de santé sont orientées vers le coût des prises en charge. Et je pense que si on y réfléchit un petit peu, certainement que ralentir la façon de travailler et justement se donner le temps de faire de la vraie pluridisciplinarité, c'est certainement une façon de rendre les prises en charge et le soin moins chers. La dernière chose qui est quand même à garder dans ces politiques de santé, c'est cette exigence dialectique. Alors là, je ne vais pas trop m'éterniser, en fait c'est assez évident. Ici, à Nancy, il y a cette articulation de psychanalyse et neurosciences. C'était la thématique de ma thèse aussi. Je pense qu'on peut pousser bien plus cet effort-là, y compris au niveau des équipes et y compris au niveau des institutions. C'est-à-dire de faire cet effort et même d'avoir une exigence de tout le temps dialectiser autour du patient la question ce coup-ci de nos théories et donc de nos pratiques. Pas seulement des orientations globales, mais de pousser les choses bien plus loin que ce qu'on peut le faire par exemple en réunion de synthèse autour de l'enfant. Alors je vais essayer d'accélérer du coup, parce que j'ai vraiment envie qu'on puisse passer du temps à échanger. Donc, ouais, mais ça se souvient quand même. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, vous voyez, je me suis vraiment concentré sur les transformations des pratiques et le patient au cœur de ces transformations-là. Et de tous les enjeux, j'espère que vous en avez décrit quelques-uns, qui l'entourent. Maintenant, quand on se centre un petit peu plus sur le patient, ce qui m'est apparu dans nos échanges, et puis là en préparant cette demi-journée, c'est que finalement, cet immense ensemble que je vous ai décrit tout à l'heure, à quoi ça ressemble, si ce n'est à quelque chose que certainement tout le monde se souvient très bien, c'est la foule décrite par le don. D'accord? C'est-à-dire cette espèce d'ensemble hétérogène qui est une réunion d'êtres humains qui va se réunir temporairement autour de parfois certaines thématiques. Mais ce que je trouve intéressant dans la définition, et ça m'amusait vraiment de relire la psychologie des foules en ayant en tête cette intervention, parce que j'y ai trouvé plein de trucs qui étaient très éclairants, et j'en ai choisi juste quelques-uns. Donc c'est vraiment cette idée de rassemblement mécanique d'êtres humains dans un grand ensemble. Voilà. Et le champ de la santé, pour moi, ça ressemble beaucoup à ça, c'est-à-dire on se rassemble, on ne sait pas bien pourquoi, c'est très mécanique, et puis on n'en fait pas grand-chose. Heureusement, il y a quand même des choses qui se passent dans cet ensemble-là. Il y a cette politique de santé, il y a quand même les professionnels qui sont là, je ne crache pas dans la soupe, où il y a quand même des efforts. Mais la deuxième chose qui m'a beaucoup interpellé dans cette question de la foule par rapport au champ de la santé, c'est qu'on peut en effet voir dans ce champ de la santé une foule, mais on a chez Le Bon cette proposition qu'il y a plusieurs types de foules, donc hétérogènes, etc. Il y en a une qui correspond le mieux au champ de la santé aujourd'hui, c'est finalement les foules homogènes qui se réunissent autour d'une croyance. Et ça, je pense qu'Ariane en parlera. Il y a quand même une croyance qui sous-tend tout ce que je vous ai décrit depuis le début, c'est que aujourd'hui, la santé va pouvoir être plus efficace, moins coûteuse grâce à la science. D'accord? C'est-à-dire que tout est référé à la science, aussi bien la science statistique que les neurosciences, que voilà. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est quand même ce qui nous est toujours ramené, c'est il y a telle ou telle étude qui montre que telle ou telle prise en charge c'est beaucoup plus efficace pour tel ou tel patient. C'est pas que c'est faux, mais c'est que c'est toujours incomplet. Mais au fond, il y a cette idée, cette croyance que la science va venir pouvoir poser quelque chose pour la santé et pour nous donc aujourd'hui. Donc, on passe d'une foule hétérogène et globale à une foule homogène qui, chez Le Bon, je vous le précise quand même, quand une foule devient homogène autour d'une croyance, c'est une secte. D'accord? Donc, sans aller jusque-là, parce que sinon on en a pour longtemps, on peut quand même repérer ça dans le milieu de la santé. Et il y a un deuxième écueil par rapport à cette croyance de l'importance de la science, c'est qu'une fois qu'on a cette grande théorie, ce que nous dit Le Bon, et j'ai trouvé que c'était d'une incroyable modernité, c'est qu'autour, il y a plein de petites croyances mobiles, c'est-à-dire des petites vaguelettes, ce qu'on appelle des vaguelettes sur la surface du lac, qui apparaissent et qui disparaissent. Et
moi, ça m'a quand même beaucoup fait penser à ce qu'on nous propose sans cesse comme nouveaux dispositifs thérapeutiques dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord? C'est-à-dire que ça défile sans cesse. Alors il y en a qui restent, il y en a qui ne restent pas. Globalement, on essaye de les articuler, etc. Mais on a toujours une nouvelle émergence de quelque chose d'un petit peu nouveau qui disparaît comme un effet de mode. Et au milieu de ce champ de la santé, donc, qui est cette foule d'abord hétérogène puis homogène, orientée par des croyances et parcourue par toutes ces petites croyances mobiles qui viennent et qui vont, et puis il faut quand même avoir en tête que ça peut mettre à mal non seulement les patients, puisqu'eux ils y ont accès par les médias, mais aussi les professionnels, qui du coup se retrouvent soumis soit à exécuter telle ou telle pratique ou nouvelle petite croyance mobile, soit à s'y opposer, ce qui est tout aussi fatigant. Et au milieu de tout ça, le patient, dont on parlait tout à l'heure, m'a beaucoup plus fait penser à ce que Ferenczi peut appeler un infance, c'est-à-dire l'enfant avant même qu'il accède à la parole. Et je m'explique, évidemment que le patient aujourd'hui ne va pas être bousculé par les modifications du champ de la santé, ça ne va pas le désubjectiver, ça peut éventuellement le traumatiser, c'est vrai, mais il peut y avoir des effets, mais on n'est pas dans une déstructuration subjective quand il rentre dans ce champ de la santé. Par contre, ce qui m'interpelle beaucoup aujourd'hui, et c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est que quand il veut un soin, quand il veut une prise en charge, il faut maintenant qu'il témoigne de pourquoi il la veut. Et finalement, on s'aperçoit que, et j'y reviendrai au moment de la demande, mais on s'aperçoit que, avant même de pouvoir parler, il est parlé par tout le reste du champ. Et donc, quand on en vient à ce constat-là, on retrouve la définition de l'enfance qui a été reprise par la Cornérien, c'est-à-dire quelqu'un qui est parlé avant de pouvoir parler et quelqu'un qui n'a pas encore la parole. Et justement, je me suis posé la question, mais alors comment on peut passer de cette infance à une formulation de la demande? Vous me voyez venir, bien sûr, la triade de besoin, demande, désir chez Lacan est tout de suite venue à mon esprit, mais en même temps, la première chose qui saute aux yeux, c'est que le patient peut formuler une demande, mais nous, en tant que professionnels de santé, en tant qu'institution orientée par des politiques de santé, on en a une avant lui. Et je m'explique tout simplement. Quand il veut rentrer dans un établissement, il faut qu'il nous dise quels sont ses besoins. Et nous, donc, on a besoin d'avoir concrètement les raisons de sa venue. Et c'est là qu'on va avoir cette pléthore de bilans qui lui sont demandés. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut qu'il amène des bilans pour dire pourquoi il vient. Et la MDPH est la plus forte à ce niveau-là, donc raison départementale des personnes handicapées. Si vous voulez une aide, il faut créer absolument un dossier qui tienne parfaitement la route, c'est-à-dire qui réponde à la demande non pas du patient, mais de la MDPH. Donc, je vous propose ce schéma-là, qui, à mon avis, est beaucoup plus tourné vers nous, c'est-à-dire que le besoin et la demande, ce sont les institutions qui d'abord la formulent. C'est plus le patient aujourd'hui. Et pour moi, c'est plus un signe d'angoisse des institutions, soit d'être attaqué juridiquement, ce qui est quand même le cas parfois, mais c'est assez rare, mais surtout de comment on fait avec nos immenses listes d'attente, vers qui on va envoyer cet enfant parce que nous on ne peut pas le recevoir, est-ce qu'il ne faut pas qu'on le reçoive parce que quand même c'est notre champ, mais du coup qui on met en place et on n'a pas les professionnels de soins pour l'accueillir, etc. etc. D'accord? C'est-à-dire que tous les dispositifs soi-disant plus souples qui tournent vers le libéral, ou même l'école inclusive, qui essayent justement d'assouplir les prises en charge, génèrent en fait toute une problématique derrière pour les institutions et de mon point de vue génère une angoisse. Si on en vient du coup quand même au patient, il me semble que sa demande à lui, elle est biaisée d'emblée. C'est-à-dire que d'abord, il n'est pas toujours dans le besoin. Parfois, vous avez le prescripteur qui, lui, est dans le besoin. Je pense notamment aux maîtresses, aux écoles, mais il y a une réalité. C'est-à-dire que c'est des enfants qui peuvent être en grande difficulté, mais quand ils viennent nous voir, ils ignorent pourquoi ils viennent. Donc la question du besoin, déjà, elle est biaisée par qui oriente l'enfant. Du coup, pour pouvoir articuler une demande, il faut sortir de cette phase d'enfance. Et le problème, c'est qu'on a cet écueil au début et on a cet écueil à la fin, c'est-à-dire je vais sortir de ce champ du silence pour pouvoir formuler une demande, sauf qu'en même temps, il va falloir que je la formule d'une certaine façon. C'est plus la demande forcément d'aide qui pourrait être accueillie de façon assez simple comme on pouvait le faire, à mon avis, il y a encore quelques années, et comme ça on se fait encore dans certains lieux, attention. Mais c'est une demande qui est déjà dans une perspective plus lointaine pour le patient, c'est-à-dire qu'il vise quelque chose. Et donc il faut qu'il arrive à se glisser dans les interstices entre nos injonctions à nous, ce que lui souhaite avoir au bout, et finalement
le fait que pour l'instant, vous avez bien compris, il n'a toujours pas formulé sa demande à lui. D'accord? Donc, voilà, autour de la question de la demande, cette articulation besoin-demande-désir, elle n'est plus du tout aussi pure, entre guillemets, que pouvait l'écrire Lacan. Elle n'est plus du tout aussi évidente, parce que justement, il y a tout un ensemble de faisceaux qui enserrent la demande et qui la rendent beaucoup plus complexe à formuler. Il y a quand même un dernier aspect que je voudrais aborder. Le patient, il est pris donc non seulement dans tout ce champ de la santé, dans tout ce discours de la santé, il est pris dans toutes ces injonctions paradoxales, c'est-à-dire les politiques de soins, la demande, il faut que vous ayez des bilans si vous voulez telle ou telle chose, donc on rajoute derrière de l'attente, des listes d'attente. Enfin bref, pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, on est saturé partout. Il n'y a pas trop de questions autour de ça. Mais il y a un truc qui m'a beaucoup interpellé autour des neurosciences et qui revient par le biais de ces politiques de santé qui s'appuient sur la science, c'est le fait qu'on a beau essayer d'objectiver les diagnostics, le glissement du soin vers le diagnostic, on a beau essayer d'objectiver en faisant des bilans qui sont hyper concrets, hyper cadrés et qui vont poser de façon évidente un diagnostic, il y a toujours quelque chose qui finit par émerger de la subjectivité. C'était Jeanne Roux qui parlait des neurosciences en disant qu'elles étaient au port de la subjectivité. Il me semble que les professionnels de santé qui suivent les recommandations de bonne pratique et qui du coup font passer des bilans qui sont très pragmatiques se retrouvent aussi devant ces ports de la subjectivité. Et il y a 3 points qui, pour moi, sont purement cliniques, mais qui sont le signe de ces émergences de la subjectivité au sein de cette objectivité du diagnostic. Ce sont d'abord tous les diagnostics fourre-tout. Et alors moi, il y en a un que j'adore vraiment beaucoup, parce qu'il me semble qu'il parle pour tout le champ de la santé, c'est la question du trouble anxieux. C'est-à-dire que nous, on a vu apparaître dans nos bilans, on a vu revenir toutes les plateformes diagnostiques, et notamment autour de l'autisme, des enfants qui, du fait de ne pas être entrés dans la case ou dans la formalisation objective du diagnostic, se retrouvent sans le diagnostic. Mais ça, c'est pas possible. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on attend de nous. Donc, il y a quelque chose qui est apparu et qui revient de plus en plus, c'est la question du trouble anxieux. Donc, c'est une espèce de fourre-tout dans lequel on va diagnostiquer l'enfant, plutôt à défaut du reste. La deuxième chose qu'on retrouve beaucoup, c'est la question des comorbidités. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez vieux, finalement. Mais on voit bien que, par exemple, dans le DSM-5, si vous prenez les pages du TDAH, maintenant, je ne sais plus combien il y a de pages, mais c'est énorme, parce que justement, ils ont rajouté toutes les exclusions. C'est-à-dire, s'il y a l'apparition d'autres symptômes à côté de ce qui paraît être un TDAH, du coup, il faut évacuer le diagnostic de TDAH. Et donc, vous avez cette prise en compte obligatoire pour ceux qui font l'effort. Je pense que tous les professionnels ne le font pas, mais quand même, globalement, ils sont obligés de faire avec. De données qui sont environnementales, qui sont complètement de la question objective, de données comportementales, c'est-à-dire comment l'enfant se comporte pendant le bilan. Évidemment, si vous retournez au bureau, ça invalide complètement vos résultats. Mais attention, il y a quand même des gens qui vont coter et causer un diagnostic derrière. Donc, il y a ces données environnementales, ces données comportementales, on va dire des données globales, et de mon point de vue, des données subjectives. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de prendre en compte certains aspects du fonctionnement psychique de l'enfant pour pouvoir valider ou invalider leur protocole objectif, les protocoles diagnostiques. Et la dernière chose qui est, voilà, on en a parlé dans le groupe, mais moi qui m'amuse beaucoup, c'est les générations des TCC. C'est-à-dire aujourd'hui on en est à la 4e génération, et donc elles ont évolué, elles ont amené plein de choses. Attention, moi, je ne suis pas là pour critiquer d'emblée, on va dire, mais la dernière génération c'est TTCE, c'est-à-dire thérapie cognitivo-comportementale et émotionnelle. Alors évidemment, quand vous regardez, et là d'ailleurs je ne me suis pas arrêté là-dessus parce que je voulais avancer, mais il y a beaucoup de signifiants dans les recommandations de bonne pratique qui sont très ambigus.
Par exemple, pour le TDAH, on vous propose toujours une psychothérapie. Mais derrière, quand vous regardez ce qu'est la psychothérapie, en fait, ce sont des techniques psycho-éducatives ou ce qu'ils appellent des thérapies développementales. D'accord? Et quand il y a des émotions qui apparaissent dans la 4e génération, il ne faut pas se leurrer, ça reste la question de la gestion des émotions. Mais, quand même, de mon point de vue, c'est une forme d'insistance de la subjectivité, là où précisément, il y a un effort d'objectivité. Et ce qui me paraît très intéressant, y compris dans l'étude des neurosciences et de la psychanalyse, c'est de dire, mais en fait, ils ne peuvent pas faire sans. Pour être objectifs, à un moment donné, ils seront bien obligés de faire avec ces questions subjectives. Et la dernière fois, quand il y a eu le colloque neurosciences et psychanalyse avec le Oxford Debate, c'est ça? Voilà, ça c'était très rigolo parce que voilà, il y avait les pour, il y avait les contre. À la fin, ça a fini finalement. Je crois que ceux qui ont gagné, c'est ceux qui se sont abstenus. Ouais. Voilà. Donc, bon, bref, voilà. Et du coup, ça montre bien qu'il y a quand même justement quelque chose en suspens, qui pour l'instant n'est pas complètement pris à bras le corps du côté des neurosciences, et qui de notre côté à nous, du côté de la psychodynamique, tente d'aller chercher, mais ça me paraît être vraiment des lieux justement de pluridisciplinarité. Ce sont sur ces aspects-là qu'on va pouvoir croiser quelque chose avec ceux qui soutiennent ces nouvelles pratiques, avec ceux qui suivent ces transformations des pratiques. Et je terminerai juste sur deux choses. La première, c'est que il me semble aujourd'hui qu'on est passé d'une nosographie structurale néuro-psychosperversion à quelque chose qui ressemblerait plus, toujours très structural aussi, à 10, trouble 10, autisme et TDAH. Et puis vous avez le HPI qui nage un peu par-ci, voilà, par-là. Mais du coup, on a un glissement vers cette nouvelle nosographie, et pour pouvoir en faire quelque chose, à mon avis, au niveau de la pratique, il faut en passer par ce genre d'émergence, qui sont à peu près les seuls lieux où on peut encore se parler. Et pour terminer, et je retenu le temps, je voulais juste vous montrer ça parce que ça m'a amusé. Vous avez vu au début, j'ai mis voilà, j'ai mis cette image qui est la cathédrale de Lumière au Beau-de-Provence. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc c'était une expo qui croisait Bruegel et Artimboldo. Et en fait, en vous mettant le premier slide avec tout dessus, je l'ai fait comme ça sans trop réfléchir, juste en transparence, et je me suis aperçu qu'à quelque chose près, j'étais pas trop tombé mal, avec la pluridisciplinarité qui était sur la tour de Babel, les dispositifs thérapeutiques qui étaient sur cette espèce de chevauchée chaotique en dessous, l'accès aux soins qui a été très ambigu de mon point de vue, et sans m'en apercevoir, finalement, j'ai pu me contenter de vous montrer ça sans rien vous dire, je pense que c'était suffisant. Voilà. Merci.